Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes là pour discuter du main event de l'UFC Paris entre Cyril Gane et Sergey Spivak, un combat très important. Brian, comment vas-tu et qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans ce combat principal? Ça va bien et ce qui m'intéresse le plus, dans ce combat, ça va être, la capacité de Cyril Gane à éviter la stratégie, que je pense un peu toute établie pour, Spivak. Voilà. Ça me semble assez clair également. Aldric, comment vas-tu de ton côté et qu'est-ce qui t'intéresse toi le plus dans ce combat? Bonjour à tous les deux. Je pense que ce combat va répondre aux questions qu'on se pose et que toutes les critiques constructives du MMA se posent depuis un certain temps. C'est-à-dire que Spivak sait aussi bien faire de la gréco, enfin du judo plus exactement, ou shooter dans les jambes. Donc on va pouvoir voir exactement de quelle façon Cyril gère ces situations et, euh, et comment il peut s'orienter vers l'avenir de la KT qui, à mon avis, va vite se réouvrir, parce que c'est une KT où on parle beaucoup de retraite et je pense qu'il va y avoir encore des reconstructions de cette KT dans les semaines à venir. C'est clair que c'est une division qui est bien en vogue pour le moment. Elle commence à être très attirante. Ça faisait des années qu'on n'avait pas eu autant de gros noms dans le haut de la division et en plus de ça, des poids lourds qui ne reposent pas uniquement sur leur puissance de frappe. Certains ont une puissance de frappe, mais il y a vraiment une partie compétence stratégique qui commence à se voir entre John Jones. On va voir à quoi ressemble Stipe Miocic dans son retour, mais on a aussi Pavlovic, Aspinal, potentiellement Jelton Almeida qui a un nom à suivre pour la suite. Sergei, on va voir ce que ça donne face à son premier gros test de la division. Cyril, évidemment. Euh, Moi, de mon côté, ce qui m'intéresse le plus, c'est voilà, c'est par rapport à l'avenir de Cyril. Je pense que tout va se jouer sur ce combat. En cas de défaite, je le vois pas devenir champion dans cette division, justement avec tous les gros noms que je viens d'énoncer. Alors qu'en cas de victoire, ça prouverait quand même quelque chose d'assez solide parce que un point que j'aimerais quand même aborder, c'est quelque chose que j'aborde pas tout le temps dans le podcast, mais la pluie de haine qu'il a eue suite à sa défaite contre John Jones, je crois qu'il s'est ouvert en interview par rapport à ça. Tu peux pas l'ignorer. Et c'est quelque chose qui est, je pense, difficile à vivre mentalement et tu dois faire. C'est un travail à part. C'est extra sportif selon moi. Et ça va tout de même être intéressant de voir s'il est capable de faire abstraction de ça, s'il est capable, suite à sa défaite, de transformer ce goût de défaite en rage de progresser. Donc, est-ce que cette défaite contre John Jones, ça lui a donné la rage de progresser et de vraiment passer un coin dans son niveau en MMA, ou est-ce que ça l'a un peu détruit mentalement et qu'il a eu du mal à faire ce training camp? Donc, pour moi, ça va être des questions intéressantes. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur cet aspect hater, l'impact que ça peut avoir sur le mental, ou vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit? Ah, tu me tends une perche, Chris. Tu sais très bien comment je réagis. Je réagis beaucoup. Je suis très virulent, moi, sur les réseaux sociaux. En fait, juste, les gens de Twitter ont de la chance que je sois très occupé. Sinon, je pourrais passer ma journée à insulter, à rabrouer certains de nos compatriotes, parce que effectivement, ce sont des choses qui m'insupportent. Ouais, l'absence de politesse, le fait de parler de façon soit totalement misogyne, soit raciste, soit insultante. C'est vraiment quelque chose, moi, contre lequel je me révolte et je trouvais ça intéressant que tu en parles. Et comme tu l'as très bien dit, même si moi, il m'arrive de m'énerver de façon récurrente, disons-le clairement, euh, je pense que de tous nos compatriotes français, c'est Cyril qui a été le plus touché de ces mots, de cette haine et de cette agressivité. Donc c'était intéressant de le souligner. Et enfin vous, j'ai demandé à tous les deux, vous pensez que ça peut le toucher dans son au jour le jour? Est-ce que ce qui s'est passé sur Internet suite à son combat contre John Jones et peut-être même ce qui s'était passé suite à son combat contre Ngannou, mais bon, voilà, c'était quand même beaucoup plus, on va dire, moins Light. volumineux, Ouais. light, voilà, beaucoup plus light. Est-ce que ça peut le toucher dans sa préparation, dans l'approche de son combat, etc., où il a totalement les armes pour en faire abstraction et même utiliser ça à des fins motivantes. Moi, pour avoir,
discuté avec lui déjà de nombreuses reprises. C'est un garçon qui a beaucoup de philosophie, qui a un bon mindset. Je pense que ça le touchera pas. Après, même si tu es assez intelligent pour gérer ce genre de situation, je pense qu'il y a toujours un impact quand même. C'est bien de se sentir soutenu quoi que tu fasses. Et tu vois, ce sont des bases même d'éducation familiale de parler de ça. Et je pense que c'est un plus en tout cas si tu sais que quelle que soit ta copie et ta prestation, tu sois soutenu par ton public. Et c'est un moins quoi qu'il arrive que ce ne soit pas le cas. Mais après, je pense que c'est un garçon qui a suffisamment de mindset et d'intelligence pour pas être impacté ou trop impacté en fait par ce genre de situation. Ok. Et toi, Brian, de ton côté, tu en penses quoi? Euh, Moi, ce que j'en pense, bah alors sur les vagues de haine et de haters, ça me poserait pas de soucis si c'était des gars qui payent leur abonnement, qui payent pour regarder des combats ou des trucs comme ça, tu vois. Là, le problème, c'est que c'est des merdeux qui, enfin voilà, c'est de la plupart du temps, je sais même pas s'ils sont majeurs, mais qui vont gratter des liens et des trucs et qui apportent rien au MMA, tu vois. Donc je Hmm. pourrais tolérer, tu vois, que ce soit dans le public, qu'ils viennent exprimer toute leur frustration en ayant payé leur ticket. Tu vois ce que je veux dire? Ça me dérangerait, Hmm. là, ça me dérangerait moins pour les combattants. Mais dès que c'est sur Twitter et dès que c'est de la haine gratuite complètement, en plus tu vois ce que je Hmm. veux dire? Enfin voilà. Donc par exemple, dans un sport entre guillemets, mais dans la lutte, qu'est-ce que je raconte? Dans le catch, par exemple, tu vois? Il y a Hmm. des stars comme ça qui vont cristalliser la haine du public, entre guillemets, même si c'est complètement télévisé. Mais ces stars qui vont cristalliser la haine, bah, elles sont ultra payées parce que bah, t'as des gens qui viennent les voir pour ça, tu vois. Mais Ouais. là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Donc, je rejoins entièrement Aldric. Moi, c'est des fois, j'aimerais juste choper ces gars-là et leur mettre une tarte dans la gueule. Mais bon, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Et concernant Cyril, je pense quand même que lors d'une préparation de combat, je pense qu'il a été suffisamment intelligent pour se mettre dans une bulle et de faire abstraction de tout ça. Euh, je pense que ça peut impacter des combattants, mais plutôt sur leur choix de carrière, prendre moins de Hmm. risques, ce genre de choses. Et on l'a vu avec d'autres combattants, dès que ça commence, alors ils vont prendre des risques tant qu'ils sont pas sous le feu des critiques et des projecteurs, mais après, dès que ça commence à être sous le feu des projecteurs, on a des choix un peu moins risqués de carrière parce qu'on sait que ça peut fortement impacter. Et je trouve ça dommage, et ça c'est notre responsabilité en tant que fan. On peut pas voir le beurre, l'argent du beurre, et juste enfin voilà, en disant ouais, vous avez vu, il a pris un combat assez safe, etc. Et puis dès qu'il prend un truc compliqué, que ça échoue, on lui tombe dessus, quoi. Donc moi, c'est Hmm. ça qui me pose le plus de problèmes. C'est ça qui me pose le plus de problèmes dans, dans, et en règle générale, c'est que ça a cet impact-là, et on le voit au plus haut niveau, hein. À plus haut Hmm. niveau, des combattants qui vont éviter des combats parce qu'ils savent que s'ils perdent, c'est une perte financière derrière, c'est des critiques, c'est ci, c'est ça. Voilà. C'est une bonne manière de l'amener. Et j'aime bien ce que tu dis, puisque ça va être un peu le sujet du podcast. Certains, suite à ce genre de situation qu'a vécu Gann, se réfugieraient dans des combats qui leur sont plus favorables pour éviter de revivre cette expérience. Et donc Mm. ici, évidemment, on va devoir discuter de si on considère que c'est un combat ultra favorable ou non, puisqu'on va arriver à la partie où on donne nos pronostats. Mais avant ça, petit contexte, même si tout le monde connaît Cyril Gann, on va peut-être rafraîchir la mémoire. Donc, sur sa carrière professionnelle, 11 victoires pour 2 défaites. À l'UFC, c'est 8 victoires pour 2 défaites. Sur ces victoires, on en a 5 par KO, 3 par soumission et 3 à la décision. Et donc, pour rappel, ces 5 derniers combats, c'est sa victoire à la décision contre Jairzinho Rozenstruik. Non, là, je suis parti sur ces 6 derniers, c'est pas très grave. Ensuite, sa victoire à la décision contre Volkov. S'ensuit sa victoire où il s'est même pas fait toucher par Derrick Lewis. Il le finalise dans le 3e round. Et puis on connaît les 3 derniers, la défaite contre Francis Ngannou à la décision, la victoire à l'UFC Paris qui était absolument spectaculaire avec le comeback où on a pu justement tester son mental en cage, on a pu tester son menton face à Tai Tuivasa, il le finalise à la fin du 3e round. Et puis évidemment son gros revers contre John Jones où il se fait étrangler après 2 minutes dans la première reprise.
Du côté de son adversaire, Sergei Spivak, c'est 16 victoires pour 3 défaites. À l'UFC, il pointe à 7 victoires pour ces 3 défaites. Il a 7 victoires par KO, 7 à la soumission et 2 à la décision. Sur les 5 derniers combats, victoire à la décision contre Oleinik, la défaite contre Thomas Pinal au clinch, pile poil à la moitié du premier round, et puis 3 victoires de suite, Ground and Pound dans la première reprise contre Greg Hardy, Ground and Pound dans la deuxième reprise contre Augusto Sakai, et puis la belle soumission contre Derrick Lewis. En termes de cotes de paris, elles sont déjà sorties. On a un 65-35 à l'avantage de Cyril Gane. Je vais demander vos avis. Moi, j'ai d'abord donné le mien. Moi, ce qui me dérange dans ce genre de combat, enfin, ce qui me dérange, c'est pas que ça me dérange du tout en tant que fan, mais par rapport aux cotes de paris, ce qui rend la tâche compliquée, je trouve, c'est que, étant donné que je vais considérer ça comme une grosse opposition de style, ça pourrait très bien ressembler à un 90 à l'avantage de Cyril, comme ça pourrait ressembler à un 90 à l'avantage de Spivak. Et donc là, on est sur des cotes de paris qui sont définis sur, selon nous, quelle est la probabilité que le combat reste debout, versus, selon nous, quelle est la probabilité que le combat aille beaucoup au sol. C'est un peu comme ça que je le vois. Et j'avoue que je trouve que le 65-35 est assez bien vu. Peut-être un tout petit peu trop généreux pour le français. Je me dirigerai un tout petit peu plus vers un 60-40 que vers le 65-35. Euh, à qui je demande en premier? Je vois que dans mes notes, c'est Aldric qui aura la balle en premier par rapport au pronostat. Je t'en prie. L'opposition de style, elle y est clairement. Il y a Spivak qui a clairement des aptitudes qui peuvent embêter Cyril. Je m'explique. On parle beaucoup de son clinch et de son judo, notamment de ses hanchés. Mais je pense que contre Greg Hardy et même à ses derniers combats, il nous a montré également des attaques aux jambes assez intéressantes. Donc d'un point de vue technique, on va coupler ça à un stand-up qui progresse quand même de combat en combat et à un grand and pound puissant et agressif. C'est quand même quelqu'un capable de durer dans le combat et s'il fait tomber même tard dans le combat, il est capable d'enchaîner de façon très agressive et soutenue au niveau du rythme surtout. Après, là où il y a le gast, à mon avis, le plus important, à mon avis, c'est pas sur le stand-up de Cyril, c'est d'un point de vue athlétique. Malgré ses progrès, malgré le fait qu'il s'affûte un petit peu, parce que ça fait quand même un petit peu de temps qu'il est à l'UFC, donc on l'a vraiment vu évoluer. Il y a un gap physique très très important et c'est ça qui me fait conforter les cotes de Paris. Je pense que malgré tout, c'est pas assez fort au sol pour pouvoir finir Cyril dès la première tentative. J'en suis persuadé même. Et je pense que d'un point de vue athlétique, ça va être très difficile parce que c'est même pas une question de coup donné et de rythme. Bien évidemment, Cyril est le meilleur là-dessus. Tu sais que j'aime en parler. C'est une question de physique, de vitesse de déplacement, de vitesse de réaction et d'explosivité. Et je pense que la grande différence, elle se fait ici. Parce qu'au niveau du gap et du gabarit, finalement, c'est pas super loin. C'est quand même un gros poids lourd aussi, Spivak. Mais quand même, si on parle de vitesse, de rapidité, de vélocité, il n'y a pas photo une seule seconde. Donc, ouais, je valide moi ces codes Le de paris. 65-35 du Ouais, coup? ouais, clairement. De ton côté, Brian, quel est ton pronostat? Et je vais aller plus loin avec la question pour suivre le fil conducteur du podcast. Est-ce que tu peux nous établir le profil sportif de Spivak? Alors, sur les pronostats, moi j'avais noté 60-40 avant de regarder les codes de Paris. Je te rejoins, Chris, sur le fait que ça va dépendre où ça va se passer. 60-40, je pense que oui, clairement, Sergei Spivak a des armes pour réellement ennuyer notre ami Cyril Gane. J'entends le 5% supplémentaire d'Aldric et ça pourrait me convaincre à la fin de notre discussion, hein, que l'écart se creuserait. Alors 60-40, moi j'étais parti vraiment un petit peu avec la même vision que toi, Chris. Je pense que si Spivak trouve les ouvertures en Greco, il peut faire passer un mauvais quart d'heure à Cyril Gane. Mais je pense quand même, je pense Un clairement. mauvais 25 minutes, parce que c'est un grand, pour changer l'expression. Ouais, ou un mauvais 2 rounds, tu vois, ça Ouais. pourrait un combat, ça pourrait se finir avant, tu vois.
Mais je vois quand même Cyril avoir les capacités de pouvoir éviter les situations les plus compliquées et de pouvoir mener le bateau où il le souhaite, quoi. Par contre, je pense qu'il a d'autres options que debout et je pense qu'il les utilisera aussi, mais on en parlera un petit peu plus tard. Hmm. Alors pour présenter un petit peu le profil sportif de Sergei Spivak, hein, on l'a déjà légèrement abordé, mais moi je le définirais comme un euh, lutteur judoka, donc plutôt gréco, hein. Mhm. Il a un striking qui est décent, donc il sait boxer, il a pas peur des coups, il a des bons kicks, il a un jab qui est plutôt puissant et ouais, il gère relativement bien. Mais par contre, où moi je trouve qu'il excelle, c'est vraiment dès qu'il se retrouve au clinch, dès qu'il se retrouve au clinch gréco, tout simplement. Donc on l'a vu utiliser des foot sweeps assez magnifiques et qu'on voit très rarement chez les poids lourds, Ouais. avec soit des tentatives, début de tentative, hein, je sais pas s'il l'a déjà passé, mais de headlock pour pouvoir enchaîner et des mises au sol de judo avec des hip throws, ce genre de choses. C'est très 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 peu courant, hein, chez les poids lourds. Une fois au sol, euh, pour moi c'est vraiment, je vais le définir comme un rider, donc un mec qui Mhm. va s'installer sur le dos, sur la jambe, qui va rider, donc qui va chevaucher son adversaire pour le frapper en grand end pound. Euh, il peut aller chercher les soumissions, mais j'ai eu l'impression, en tout cas en remontant un petit peu ses combats, que c'est surtout sur des profils où il sait que la défense au sol est vraiment faible. Donc on l'a vu contre Derrick Lewis attaquer très très rapidement les soumissions, mais je pense qu'il savait qu'il y aurait peu de résistance là-dessus, et d'ailleurs il l'a obtenu. Quoi d'autre, quoi d'autre? Bah voilà, hein, je pense que pour vraiment le présenter de manière assez simple, et alors deux points que j'avais rajouté, je trouve que c'est quelqu'un qui est très concentré Mhm. quand il vient en combat, qui paraît très concentré et qui vient, je pense aussi avec un game plan relativement simple, mais qui se passe plutôt bien dans cette catégorie-là. Donc Mhm. on l'a vu vouloir, avec certains profils beaucoup plus faibles, rester debout et vouloir s'imposer en striking, et avec des profils qui pouvaient être dangereux pour lui debout, aller directement pour la mise au sol et la lutte. Mhm. Voilà. Ouais. Et donc, dernière chose, dans ses points faibles sportifs, moi, alors au-delà de sa défaite contre Aspinall, euh, moi, j'ai repéré un red flag, c'est sa défense en lutte libre. Dès que c'est à l'ouvert, dès que ça descend dans les jambes, ça devient plus compliqué pour lui, ce qui est Mhm. normal, hein. Moi, si je dois lutter avec un judoka, je plonge dans ses jambes, je ne mets pas mes hanches à la même hauteur que les siennes ou à 20 centimètres. Je vais aller le plus bas possible. Et ça, c'était contre Tibura, où il s'est fait Ouais. mettre au sol. C'était impressionnant. Donc là, je voulais présenter comme un lutteur, mais de le voir se faire mettre autant de fois au sol, c'était réellement impressionnant. Et c'est parce que je pense que Tibura visait, en termes de lutte, en dessous de la ceinture. Ouais. En termes de lutte. Voilà, Mais pour la présentation. très, très bien vu. Et du coup, j'ai rebondir juste sur des statistiques hein, pour subvenir à ça. Donc, il score un tout petit peu plus que 5 takedowns par quart d'heure, avec un taux de réussite de 65%. Et par contre, sa takedown defense est à 70%. C'est parce qu'il s'est fait mettre au sol 2 fois par Tibura et c'est le seul à l'avoir mis au sol. Ah non, il y a aussi Oleinik une fois, je vois. Euh, donc voilà pour compléter sur l'aspect statistique autour de Spivak. Du côté de Aldric, on va décrire très rapidement Gann parce que on le connaît bien, mais voilà, si tu devais le décrire en quelques phrases du point de vue sportif, qu'est-ce que tu dirais? Bah, c'est pour moi le striker le plus athlétique et le plus technique de la division. On va juste faire un petit retour, mais rapide, rapide sur l'arrivée de Cyril Gane. Pour moi, hein, dans le très haut du panier de l'UFC poids lourd, c'est 2020. Depuis 2020, il a affronté quasiment que des strikers. Puisqu'on peut voir une suite hyper intéressante de Dos Santos, Rosenstruck, Volkov, Lewis et Tuivasa. Et effectivement, les deux revers, c'est Ngannou et Jones. Je redis ce que je pensais quand on a parlé du combat contre Jones. Je pense qu'il y avait une différence de niveau effectivement entre les deux, mais
je peux le refaire 10 fois, ce combat, il finira jamais comme ça 10 fois. Il y avait, je pense, une adversité bien plus importante de la part de Cyril qui m'est apparue sur ce combat. Et pour se convaincre de ça, tu regardes des combats très haut niveau, ADCC, Naga ou BJJF, et tu te rends compte qu'il y a des combats qui se terminent en 30 secondes parce que il y a des fautes et il y a des clés de jambes qui ont été faites rapidement. Donc une petite erreur peut coûter très cher à ce niveau-là. Et je pense que la différence de niveau entre les deux était moindre que celle qui n'apparaissait. Cela Mhm. étant, combat intéressant dans le terme de contexte, puisque sur tous les adversaires que j'ai cités, très peu sont concernés par le fait de win condition à condition de faire tomber. Et c'est vraiment la première fois, parce que même Jones, c'était un scénario très ouvert, on savait pas trop bien, on savait qu'il servirait de sa lutte, mais on savait pas trop bien quelles seraient ses intentions. Là, clairement, Spivak s'est gagné pour faire tomber. Donc ça va, je Mhm. pense, être intéressant, parce que d'un point de vue contextuel, bah, c'est la première fois. Ça lui arrive Mhm. d'être confronté à ce genre de scénario. De fait, et donc ici, partie statistique intéressante, évidemment, c'est la takedown defense de Cyril qui est à 45%. Moi, je me rappelle avoir décrit Cyril à l'époque comme quelqu'un face auquel on a du mal à shooter. On shoot très peu et c'est pour ça que on l'amène peu au sol. Par contre, ceux qui ont la confiance en leur pied-point pour venir casser la distance, à savoir Ngannou et Jones, ben, une fois que l'entrée en lutte est faite, il y a un taux de réussite qui est bien plus élevé. Forcément, si tu dois shooter de très très loin contre Gann, ben, même si tu n'as pas une bonne défense de lutte, tu vas réussir à défendre parce que tu le vois venir de loin et avec l'athlétisme et la réactivité dont fait preuve Cyril, ça défend facile. Par contre, quand tu as quelqu'un qui entre rapidement sur tes hanches parce qu'il a osé rentrer au boxing range pour cacher sa lutte, mais là, ça devient plus compliqué à défendre. Et donc, c'est là-dessus que j'espère que Cyril aura travaillé, puisque j'ai l'impression que Spivak est capable justement de venir un peu euh, ennuyé sur des distances plus rapprochées, pas spécialement avec son pied-point, mais juste avec son mental, sa capacité à comprendre qu'il va encaisser des frappes, mais que s'il encaisse une frappe et qu'il reset, c'est là où il perd son opportunité de casser la distance. Donc moi, ça faisait partie des points stratégiques, mais on va justement passer à ce niveau-là par rapport au game plan. Mais j'avais une question avant de passer, de donner nos game plans pour les deux combattants. Euh, Brian, tu as parlé évidemment du clinch de Spivak, qui est excellent pour arriver à ses fins, c'est-à-dire amener au sol. Je pense que on est tous d'accord sur le fait que Cyril a un très très bon taille clinch, très technique, assez physique en plus. Il est capable vraiment de faire du bon taf à partir de là. Donc ma question c'est, est-ce que clinch is lava pour Cyril? Est-ce qu'on considère que si Spivak cherche le clinch, est-ce que Cyril doit absolument l'éviter ou justement Cyril peut l'accepter pour essayer de faire ses dégâts debout? Brian, je vais d'abord te demander ta réponse. Hem, alors je pense pas que ce soit un, clinch Slava, genre, il faut absolument pas que Cyril se retrouve au clinch. On est, Spivak a une bonne lutte au clinch, mais elle est pas non plus, phénoménale, sachant qu'en judo, hein, faut se rappeler qu'il y a un kimono qu'on peut saisir et cetera et qu'en gréco-romaine, bah, il y a un travail, de clinch, un head fighting qui est relativement long pour avoir des saisies suffisamment solides pour mettre au sol. Donc Mmh. c'est pas, comment dire ça? Ça va pas être un lutteur qui va au clinch alors qu'il y a un mauvais contrôle, créer des ouvertures pour pouvoir re-shooter en bas ou ce genre de choses qu'on peut avoir. Donc je pense que Cyril aura quand même, une bonne réactivité défensive pour pouvoir travailler au clinch et être assez réfléchi, tu vois? Et pas dès que Mmh. ça arrive, vouloir sortir, tirer ses bras, sortir ses hanches le plus loin possible, s'enfuir, tu vois? Je Mmh. pense qu'il va pouvoir, assurer les positions, frapper, mettre des coudes et désengager, tu vois? Je pense que ça sera beaucoup plus «safe» entre guillemets. Hem, voilà, je le vois pas se faire mettre au sol comme un enfant, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Dès Oh, que oui. dès qu'il y a un contact. Donc refuser,
Je vais pas aller jusque-là, mais ne pas trop s'inquiéter des situations de clinch, se déplacer, sortir, reprendre son centre. C'est ce que je pense qu'on aura si on se retrouve dans ce genre de situation. Parfait, merci pour la réponse. Aldric, tu as une réponse différente ou tu t'alignes sur ce qu'a dit Brian? Non, je m'aligne, juste préciser, je pense que tu viens de mettre le doigt sur l'essence du combat, c'est là que ça va se décider, et je pense que c'est 80% du camp de Cyril, ça. D'où le fait qu'il ait fait venir des judokas et qu'ils aient fait leur préparation là-dessus. Moi, je suis intimement convaincu que c'est une grande partie du camp, la gestion de ce clinch, comment bien mettre corriger un peu le clinch de Muay Thai avec les fesses un poil plus vers l'arrière pour gérer ce genre de situation. Parce que si tu commences à lui dire attention, on boxe pas trop parce qu'il peut shooter dans les jambes, attention, on fait pas le clinch parce qu'il peut te faire tomber, il vient faire quoi, un combat de karaté Shotokan où il va non, tu peux pas tout lui brider. Et je pense que la préparation essentielle, elle s'est jouée pendant son camp sur ces situations. C'est-à-dire comment les gérer et comment les tirer à son avantage. Parce que tu peux pas non plus tout lui retirer, le mec, il va pas pour jouer à chat pendant 5 rounds, quoi. Merci pour les réponses. Je trouvais la question très importante et très intéressante à aborder puisque, comme on l'a dit, la grande force pour transiter vers le sol du côté de Spivak, c'est justement de d'abord aller chercher ce clinch et travailler à partir de là. Et de temps en temps, il lui faut pas beaucoup de temps. On l'a vu contre Sakai et contre Derrick Lewis. Il n'a pas besoin de plus de 5 secondes au clinch pour ramener ça au sol. De temps en temps, en 2 secondes, il trouve son foot sweep ou sa technique d'amener au sol. Mais de l'autre côté, je trouve que Sakai a fait du dégât à Spivak au clinch. Et puis la dernière fois où il s'est fait finaliser, c'est justement au clinch contre Thomas Spinal, où Thomas Spinal a bien bloqué. Il a gardé ses hanches très très loin pour éviter justement les situations de judo. Et puis là, il a envoyé son magnifique genou coude et c'est très bien passé. Donc je vous rejoins. Je pense que Cyril ne doit pas être dans l'inquiétude par rapport à ça. Il doit pas avoir ce combat en mode où je peux même pas aller au clinch, je dois absolument l'éviter. Par contre, effectivement, quand ça vient, il doit avoir un stratagème où il doit bloquer, avoir une distance avec les hanches et chercher à attaquer pour désengager. Plutôt que désengager directement. Alors, on va passer à la partie cœur de cet épisode du game plan. On va parler des game plans. C'est moi qui dois ouvrir le bal avec Cyril Gann. Donc moi, ce que j'avais noté, donc comme d'habitude, je le structure, j'ai pas trop expliqué parce que ça me paraît assez logique. Pour moi, la base de la base, c'est favoriser les single attaques, donc les attaques avec une seule frappe, pas spécialement les combinaisons, avec des armes longues et safe. Donc je pense évidemment à son jab, éventuellement au front kick. Les low kicks, ça pourrait, mais peut-être pas trop dans un premier temps. En tout cas, attendre de voir comment réagit Spivak face aux attaques. Éviter le bras arrière, c'est le reproche qui s'est donné face à John Jones, et je pense que c'est aussi le reproche que toutes les critiques ont pu lui faire, c'est de s'être surengagé sur un bras arrière. Ça, c'est typiquement ce qu'il faut pas faire contre Spivak non plus. Favoriser les feintes, les déplacements et garder de l'espace derrière lui. Donc avoir une vraie conscience de là où il se trouve dans la cage pour pouvoir se donner de l'espace si nécessaire, parce que se laisser cadrer, se laisser enfermer, ce serait donner une porte ouverte à Spivak pour casser la distance. Moi, j'avais mis punir salement au clinch avant de désengager. Donc, il devrait y avoir des situations où il se retrouve au clinch. Il doit pas avoir peur. Il doit pas commencer à dire non, 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 non. Il doit l'accepter, punir et désengager. Je pense que la simplicité fera beaucoup. Après, Cyril, c'est pas quelqu'un non plus qui va trop dans l'extravagance, même si on l'a déjà vu envoyer des spinning wheel kicks et ce genre de choses. Ici, je pense que la simplicité devrait lui permettre de trouver son chemin vers la victoire debout. Et alors, un truc qui va peut-être te faire pencher, Brian, vers le 65%, c'est la partie cardio. On n'en a pas trop parlé ici. Cyril est très très bon sur 5 rounds. Spivak, j'ai vu des signes de fatigue relativement inquiétants dans le deuxième round contre Sakai debout. Je pense que on en a déjà souvent parlé sur ce podcast, mais il y a des grappleurs comme ça qui sont vraiment capables d'être performants en grappling dans la fatigue sur la durée. Mais par contre, sur le debout, je le voyais déjà ralentir, je le voyais déjà montrer des signes de grande respiration, etc., contre Sakai, alors que le premier round, c'est lui qui l'a dominé. Et donc, ça me surprendrait pas d'avoir peur pour Cyril dans les 2 premiers rounds parce qu'il se fait mettre au sol, et après qu'il y ait un total retournement de situation parce que Spivak n'a plus d'énergie alors que Cyril en a encore. Pour ce qui est des échanges potentiels en lutte, moi j'avais mis
d'éviter d'exposer son dos, parce que Spivak est très bon pour, comme tu l'as dit, un chevaucher. Éviter la tortue. Je pense que Spivak a un très bon jeu à partir de la tortue. Il va te laisser te relever pour te ramener au sol, pour te fatiguer. Il fait beaucoup de mat return, etc., etc. Et surtout combattre les mains. Je pense que Spivak, il est très fort une fois que ses mains sont attachées. Mais dès que tu lui enlèves son grip, tu peux trouver des ouvertures pour sortir des échanges de lutte. Et par contre aussi, quand tu es sur ton dos, Spivak avait bien fait ça, je trouve. Pardon, Sakai avait bien fait ça. Garder chaque fois les mains à l'intérieur, nager pour avoir les mains à l'intérieur, contrôler le biceps, c'est quelque chose qui ennuie Spivak sur son contrôle et sur son ground and pound. C'était assez long. Brian, tu peux compléter? Non, je te rejoins. Donc pour compléter, je dirais que moi ce que j'avais rajouté c'était les déplacements latéraux, mais ça je pense qu'on l'aura parce que ça fait partie de la stratégie qu'a adopté Fernand sur un petit peu tous les combats et je pense que on n'aura pas trop d'inquiétude à avoir là-dessus. Je pense que on pourrait avoir des shoots en double leg à l'ouvert de la part de Cyril Gane. Donc je pense que sur du timing, il pourrait prendre les deux jambes, se mettre au sol, dans la garde et chercher du grand end pound. Ça serait relativement safe entre guillemets et je te rejoins entièrement sur le cardio. Je pense que Cyril Gane doit être assez safe sur le premier, deuxième round et dans la stratégie générale, je pense il doit s'assurer de prendre ses rounds, mais je le vois finir avant quand même, hein. Je le vois finir avant. Mm, mm. Il part déjà chez les pronos, lui. Non, mais dans la stratégie, là, on est toujours dans la Oui, stratégie. ça Je va, ça va. pense il doit s'assurer de prendre ses rounds, mais je Ouais, pense il doit fatiguer son adversaire sur le premier et le deuxième. Alors, ouais. s'il peut faire tout debout, je pense que ça sera, qu'il est à l'aise, je pense que ça sera le plus judicieux. Mais s'il y a une explosion de Spivak, je le vois bien descendre dans les jambes, mettre au sol et contrôler, frapper. Voilà. On a une petite intervention. Surprise, il est venu tout seul. Salut Tu retournes James. chez maman, mon cœur. Il était d'accord avec toi, en tout cas. Ah, super. Euh, Aldric, tu peux compléter sur ce Ouais, qu'on a dit je, ou je, il n'y a je ne pas de points vous, supplémentaires? je vous contredirai absolument pas. Quand tout à l'heure je parlais de différentiel en termes de physique et de vélocité, et c'est vrai que je m'étais réservé ça pour la suite. Je pense qu'il y a aussi effectivement en termes de temporalité et en termes d'endurance, c'est voilà. Je pense, moi je le vois switcher de garde, démarrer en gaucher, un peu comme il a fait face à Jones, mais de façon beaucoup plus relâchée, garder les deux premiers rounds debout, et puis je pense que dès le début du deuxième, il commencer à avoir de grosses ouvertures et j'en dis pas plus sur la suite, parce que ce sera plutôt le prono, mais ouais. Je pense que la grosse difficulté, entre guillemets, c'est de garder ce premier round debout et le forcer à se déplacer. Puis s'il arrive à faire ça, le deuxième sera bien plus simple déjà, puisqu'on on l'a très bien vu, et c'est pas que contre Sakai, moi je trouve à tous ces combats, il y a quand même qui domine ou qui subissent, il y a toujours une grosse baisse de régime au deuxième round. C'est incontestable. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et donc l'approche crescendo du côté de Cyril Gann peut être évidemment opportun de maximiser la dette d'énergie, comme tu aimes bien dire, à partir de la fin du deuxième round, troisième round, et commencer à vraiment s'imposer à partir de ce moment-là. Du côté de Spivak, c'est de nouveau moi qui commence, je sais plus. Moi, je vais commencer. Ouais. Moi, j'ai noté évidemment quand tu fais face à quelqu'un comme Cyril qui a des très bons déplacements et qui est quelqu'un que tu as envie de lutter, ben, essayer de mettre de la pression. Je dis essayer parce que c'est pas facile de le faire, mais tu dois avoir cette logique de vouloir le mettre sur son pied arrière et avancer un maximum sur lui. Ne pas reset sur les frappes de Gann. Je pense que la pire chose que tu puisses faire face à quelqu'un qui est un peu plus grand que toi, qui fait des très bons in and out et qui après ça est capable de se déplacer latéralement avec une grande justesse. Si tu encaisses et que toi ça te fait reculer, bah tu vas passer ta soirée à être un sac de frappe, hein. Tu vas encaisser, tu vas reculer, tu vas réavancer. Au moment où tu arrives un peu à le cadrer, boum, tu réencaisses, tu resets. Je pense que là tu dois accepter le fait que tu te fasses toucher et que tu vois ça comme une opportunité de bah, si il m'a touché, c'est que je suis relativement près de lui et que je vais pouvoir continuer à lui mettre la pression pour trouver ma distance. La classique,
all the way out ou rencontrer all the way in. Donc je pense que Spivak, il doit essayer de trouver ce juste milieu entre être capable de mettre la pression, mais être aussi capable de se mettre à une distance où Cyril a besoin d'avancer pour le toucher, au même titre que lui aurait besoin d'avancer pour le toucher. Et au moment où Cyril avance, c'est à ce moment-là où il doit aller à la collision, mais avec un bon positionnement de tête, évidemment, pour éviter l'attaque et rentrer dans une distance qui l'intéresse, c'est-à-dire celle du clinch. J'ai vu un truc intéressant aussi chez Spivak. Proactivement, quand il cherche les amener au sol, il est capable de faire un genre de money shoot. Il va feinter l'overhand pour casser la distance sur des très très bons timings, je trouve. Il l'a fait dans plusieurs de ses combats. Et donc, je pense que ça, il doit absolument intégrer à son jeu parce que tu peux pas rentrer dans un combat contre Gann en te disant, OK, c'est au moment où il engage que moi, je vais casser la distance parce que Gann est très fort pour engager au bon moment et désengager au moment où tu veux justement venir le cueillir, que ce soit en lutte ou en pied-point. Et donc, je pense que Spivak doit avoir un peu cette mentalité. Je dois chercher le clinch proactivement et réactivement. Je dois avoir les deux cartes dans mes poches. Aldric, comment est-ce que tu compléterais ce que j'ai dit? Déjà, est-ce que tu es d'accord avec tout ce que j'ai dit? Et puis, si oui, est-ce que tu as d'autres éléments qui pourraient être intéressants du côté du Moldave? Clairement, si le head coach est censé, je pense qu'il n'y a pas de head coach qui ne sont pas censés à ce niveau-là de la compétition. Tu peux pas miser sur la temporalité du combat. Hubert, il est plus endurant. Tu peux pas miser sur le stand-up. Donc clairement, là c'est comme dans les jeux vidéo. Là, c'est try and die. C'est-à-dire qu'il faut le mettre par terre de façon totalement absolue, sinon tu meurs. Donc euh, il n'y a pas besoin que cette situation devienne une situation d'urgence. Tu peux te permettre de concéder des touches, voire même de perdre des rounds si tu n'uses pas trop d'énergie. Mais il n'y a qu'une seule solution parce que je vois. Tu sais, Cyril, pour le tenir en respect, et on a vu le cadrage de Tai Tuivasa qui était intéressant. Il lui a mis pas mal de pression sans user trop d'énergie. Mais il y avait Mhm. un risque. C'est-à-dire que pour que je te fasse monter les mains pour un braquage, je dois avoir un vrai pistolet. Si j'ai un pistolet comme il doit avoir ton fils avec de l'eau dedans, tu vas pas monter tes mains. Et Mm. c'est ça le problème majeur. Je pense que le stand-up peut être intéressant s'il y a une menace derrière et il peut changer les choses. Je reviens là-dessus. C'est vrai que je suis Mm. persuadé que Jones a pris des informations sur le cadrage de taille, même s'ils n'ont pas du tout le même gabarit, parce qu'il était hyper intéressant. Et on a vu Cyril fort emmerdé Mm. quand il s'est agi de défendre là-dessus. Et ça mettait une pression naturelle et Mm. c'était très intéressant. Mais pour faire ça, il faut exercer une menace. Est-ce que Spivak peut le faire? Petit doute. Donc clairement, la seule win condition possible, c'est de faire du grand and pound ou de soumettre, en sachant que je pense plus réaliste le grand and pound qui est d'ailleurs excellent. Donc par tous les moyens, il faut essayer, il faut faire tomber. C'est pour moi, la seule solution de gagner ce fight. Il ne faut pas compter sur un lucky punch. Je pense que ça ne fera pas assez en face. Non, là tu passes à un 97-3, je pense, si tu comptes sur un lucky punch contre Gann, voire même moins encore. J'ai été généreux avec mon 97-3. Brian, du côté de Spivak, qu'est-ce que tu vois comme élément à mettre en place pour maximiser les chances de victoire? Moi, je vous rejoins là-dessus. Alors, est-ce que ça serait un, un try or die? Je pense quand même que si Spivak réussit au premier ou deuxième round à mettre et à fatiguer Cyril Gane, euh, même si ça devient difficile, si on a un combattant comme Gann qui se fait mettre au sol, qui galère, etc., on rentre dans une autre dimension qui est de pouvoir travailler dans la fatigue, quoi. Et, Mm. et donc, si ça va vraiment de l'autre côté, je pense qu'il pourrait tenir relativement longtemps Spivak. Mais, mais pas dans l'autre cas de figure, quoi, hein. Donc pour moi, la stratégie de Spivak, ça va être surtout aussi sur sa capacité à cadrer et à clincher. Et donc je pense que stratégiquement, il doit travailler sur du shift, donc de pouvoir frapper et avancer. Et on a un Cyril Gane, dès qu'il se retrouve acculé à la cage, il va se déplacer avec un retrait de buste en pas chassé. Et c'est assez difficile à récupérer ce genre de combattant, sauf si c'est préparé un peu à l'avance. On l'a vu
contre Ngannou. Donc il cadrait relativement bien, mais après il marchait pour récupérer son cadrage. Donc en boxe, quand vous chassez quelqu'un, eh bien après on va couper les angles, on va revenir à un angle entre le centre de la cage et l'adversaire pour pouvoir directement se retrouver face à lui. En lutte, le problème, bah, c'est que la position, elle se reset entre guillemets, on est relativement lent. Donc il y a la possibilité de rattraper ce genre d'adversaire comme Cyril Gane en partant, en frappant et en faisant aussi des pas chassés de côté, un petit peu comme un crabe. Vous voyez, Mhm. en se déplaçant très, très bas et en allant récupérer, les jambes et cetera, parce qu'on a un adversaire qui est complètement penché. Donc je pense que ça pourrait être une stratégie, donc en déplaçant en crab walk, on va appeler ça, et en frappant sur le haut du corps, enfin sur le haut du corps pour pouvoir récupérer. Et à partir de ces situations-là, pour moi, Spivak pourra travailler en lutte, même si encore une fois, je pense que ça va être difficile. Je pense que ça sera là où il sera le plus à même de pouvoir mettre au sol. À l'ouvert, je le vois Mm. difficilement avoir un Cyril Gane. Ouais, c'est Voilà. clair. Donc On... moi je partirais vraiment sur un peu du spécifique, genre frappe puissante, comme vous avez dit, pour pouvoir inquiéter quand même Cyril Gane. Cadré type lutte. Donc vraiment, dès qu'on a frappé, essayer de rattraper pour aller dans ses hanches et obtenir ce alors pas forcément ce takedown, hein. On l'a dit, hein, c'est un rider, mais pousser Cyril Gane à donner son dos, par exemple, et Mm. s'installer et frapper et le fatiguer et sur ses appuis. Plus il va mettre de poids sur ses appuis, plus il va le pousser à se relever, plus ça va être difficile pour Cyril Gane d'imposer son style après dans les rounds qui vont suivre. Voilà. Top. Bah, tu peux complètement continuer et monopoliser la parole en t'installant avec ton pronostic et ta préférence sur ce combat. Alors, mon pronostic, je vois Cyril l'emporter. Alors, je pense qu'il va gagner par KO TKO au troisième round. Je le vois gagner au troisième round. Au deuxième, je pense que ça va être difficile. Mm. Notamment parce que Spivak aura peut-être pas envie de se faire finaliser. Et donc, il sera un petit peu moins ouvert, surtout dans ce genre de situation où on est outsider comme ça et on sait que la tâche va être compliquée. Bah, des fois, on veut perdre un petit peu avec la tête haute, entre guillemets. Ouais. Donc, je pense qu'il sera pas suffisamment généreux pour se faire connecter au deuxième. Donc, je le vois plus à partir du troisième. Si ça passe pas au troisième, je pense que ça sera Gane va l'emporter par décision. Et quand je disais qu'il pourrait shooter dans les jambes, je le vois bien s'installer, prendre son 4 et son 5 sans trop de prise de risque. Voilà. Mm. Mais en tout cas, Ah, s'il y a une accélération, je pense qu'elle se fera au troisième. intéressant. Ça ferait la même chose que l'année passée, hein. Tai Tuivasa, c'était également dans le troisième. Enfin, en termes de Et timing, hein. ouais, et je vais remonter mon prono parce que je pense que Aldric m'a assez convaincu sur pas mal de choses. Je pense que le 65-35 est assez judicieux, ouais. Voilà. Ouais. Et la partie cardio 5 rounds, ça t'a aussi aidé. Mais Oui, est-ce que aussi, attends, aussi, oui, oui. ouais, je sais pas si c'est une Mais question je pense que intéressante, mais c'est si même, c'était même, sur 3 même, rounds, ce serait plus serré. Oui, mais même si Spivak avait un très bon cardio 4 et 5, je c'est pas le truc. Je pense que c'est la capacité de déplacement, son explosivité, qu'il a quand même un bon passif en clinch tie, etc., qui font que ça Mmh. m'inquiète un peu moins. Aldric, ton prono, ta préférence? Pardon pour mon manque d'originalité, je suis 100% Brian, copier-coller 3 TKO. OK. Ah bah, dans ce cas-là, je vais partir sur un Gane à la décision pour faire un peu de variété. Je vais pas vous cacher que j'ai très peur, que j'ai quand même très, très peur, j'ai envie de voir Gane gagner, mais j'ai peur que Spivak trouve son ouverture pour aller au sol et qu'une fois au sol, on soit malheureux de voir encore une énorme différence de niveau entre Gane et Spivak, avec un Spivak qui sera capable de s'imposer. Et si ça arrive, et ça pourrait faire partie de mes préférences, j'aimerais voir un Gane quand même capable de gérer ce sol. Euh,
son menton et son mental qui lui permettent de rester dans le combat et de venir s'imposer en revenant, en faisant un petit comeback là grâce à son cardio, son athlétisme et justement sa confiance en lui sur les rounds suivants. Mais donc voilà, donc on a tous les trois Cyril, vous deux finish au 3e round et puis moi je me positionne sur la décision. Et toi, ton prono avant qu'on dise, c'était ça aussi, c'était décision à la base? Non, à la base j'avais Gann par finish à la fin du 3e. Ah, faut que tu nous dises, hein, comme ça, si on est tous d'accord, on est tous d'accord, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, en fait, pourquoi. Ouais, c'est vrai, pourquoi est-ce que je vais être différent? Tu vois, c'est pour donner Ben, du dynamisme au podcast. Ça moi, a mon peu prono, d'intérêt. il est écrit avant l'émission, donc c'est difficile Ouais. de. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, Ouais, ouais. moi aussi, il est dans mes notes ici. Donc on Et se d'ailleurs, rejoint. c'est assez marrant, tu vois, parce que quand. J'en ai pas parlé en listant parce que Aldric l'avait fait, mais moi j'avais écrit cardio et athlétisme dans la liste des choses chez Gann pour le game plan, tu vois, jouer là-dessus. Ouais, ouais. Ok, merci à tous, à tous ceux qui ont suivi jusque-là. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le. Donnez vos avis et vos pronostics en commentaire, likez la vidéo, partagez-la. On se retrouve le 2 septembre pour découvrir ce qu'il en est de Spivak contre Gann. Merci à tous. Oh, attendez. Merci Brian, merci Aldric. Non, mais merci Brian, merci Aldric pour votre grande préparation sur ce podcast. J'oublie rarement de vous remercier, mais vous méritez de l'être à chaque fin de podcast. Merci à toi, Merci à vous. Chris, pour toute l'organisation et le taf que tu fais en sous-marin. Ciao tout le monde. Salut,